Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur l'espace Agora en cette troisième journée du salon Paysalia. Alors si vous êtes aux alentours justement de l'espace Agora, on vous invite à venir nous rejoindre. Vous êtes là, prenez place, asseyez-vous puisque nous allons pouvoir commencer cette journée. Une journée placée sous le signe de la ville verte. Alors première information, au-delà de me présenter, donc je suis Sylvain Saint-Jalles, mais j'ai le plaisir de vous accompagner pendant toute cette journée et pendant justement toutes les différentes conférences qui auront lieu ici sur cet espace. Première chose, si vous avez besoin de traduction, eh bien on vous invite à scanner le QR code qui se trouve sur les totems de part et d'autre de l'espace pour avoir la traduction. Donc quand vous scannez, vous allez tomber sur un lien, vous cliquez sur le lien et ensuite, vous allez tomber sur une page qui vous donnera... Alors attendez, parce que j'ai fait aussi la manip pour que tout le monde soit raccord. Et ensuite, vous allez tomber sur une page où il y a deux onglets, audio ou captation. Donc vous pouvez faire les deux, audio avec un casque donc pour écouter la traduction en direct, puisqu'il y aura des interventions aussi bien en italien qu'en anglais, que dans d'autres langues également. Et autrement, eh bien, vous pouvez avoir aussi la traduction simultanée avec la Captions. Donc, vous avez deux onglets comme ceci. Si vous avez besoin donc, de traduction, il y aura des interventions, je le rappelle, donc en langue étrangère ici sur le plateau, en espérant que tout soit au clair pour tout le monde, ce dont je ne doute pas. Donc, nous allons aujourd'hui sur une thématique donc, placée sur la ville verte. Donc, c'est la thématique générique de cette journée. Une journée spéciale donc ville verte pour agir. Alors, on va voir ensemble et avec les différents intervenants quelles sont les solutions concrètes pour verdir la ville et repenser les espaces urbains. Un sujet ô combien prégnant. Donc on verra au cours des 7 tables rondes qui suivront et qui sont au programme aujourd'hui, comme par exemple justement une thématique, les actions pour une ville plus fraîche ou encore une ville plus saine, et ce pour répondre aux enjeux climatiques. Donc ce premier rendez-vous de la journée, ici même, eh bien, consiste à inaugurer cette journée spéciale. Et pour son ouverture, merci d'accueillir à force d'applaudissements nourris et chaleureux la directrice du salon Paysalia et Rocalia de GL Event, Alexandra Moncorgé, qui me rejoint sur le plateau. Bonjour Alexandra. Bonjour, bonjour à tous. Donc journée placée sous le signe de la ville verte. On inaugure cette journée Tout à fait. à l'instant. La ville verte, c'est une préoccupation que nous partageons tous aujourd'hui pour nos futurs. Il nous semblait primordial de profiter de cette opportunité sur ce salon Paysalia, de vraiment mettre un accent très fort sur les solutions qui sont apportées par les exposants du salon, mais également de mettre en lumière ce que des collectivités ont déjà réalisé et mis à profit dans leur ville pour résoudre les problématiques de chaleur en ville, d'eau en ville. Donc nous avons souhaité vraiment dédier une journée à la collectivité, que ce soit un temps fort très marqué sur le salon pour que vous puissiez échanger entre pairs, entre élus, entre directeurs techniques, sur le plan national et international. Nous aurons le plaisir, tu l'as dit, d'organiser des tables rondes qui vont réunir pas moins de 20 villes européennes qui vont pouvoir prendre la parole et montrer ce qu'elles ont déjà réalisé. Et tous ces échanges vont certainement être très nourris. Il y aura très certainement des débats, mais je pense qu'à la fin de cette journée, nous pourrons dire que les villes vertes, les villes demain seront certainement plus fraîches, plus saines et plus vertes. Donc merci à tous, merci d'assister à cette journée qui est très importante pour nous tous. Une journée essentielle, effectivement. Merci beaucoup, merci Alexandra. Sylvain. Merci. On peut remercier Alexandra pour son intervention d'ouverture. Merci infiniment, puisque je vais avoir le plaisir... alors, je le place juste là, voilà, c'est technique, mise en scène, et on va avoir le plaisir... Merci Alexandra. On va avoir le plaisir donc d'accueillir sur ce plateau 4 personnes. Ils vont avoir le plaisir également de se présenter à vous. Quelle est leur mission? Quelles sont les différentes actions?
Merci d'accueillir à force d'applaudissements une fois de plus nourris et chaleureux, comme ça chauffera aussi l'ambiance dans le public. Egbert Rosen, Francesco Tresso, Gauthier Chapuis et Nicolas Leroy, s'il vous plaît. Je vous invite donc à prendre place. Merci pour votre présence. Installez-vous confortablement. Et comme le disait Alexandra, voilà, on aura un certain nombre de villes qui seront représentées aujourd'hui. Et ce sera pour vous donner un peu l'idée géographique. On partira de Séville et on ira jusqu'à Helsinki. Donc, large périmètre. Egbert Rosen, bonjour. Alors, traduction, puisque Egbert va nous parler effectivement en anglais. Please, if you want to present yourself to the audience, what is your mission and different actions in few words? Yes, good morning, ladies and gentlemen. My name is Egbert Roze. I'm Secretary General of the European Landscape Contractors Association, representing 23 national members within the European Union, like UNEP, l'association française qui est adhérent du LK, but also representing Canada, Japan, Singapore, Turkey, Saudi Arabia. We are growing to a global movement when it comes to landscape gardening. I can tell you that my mission in Brussels is, because I'm working as a, let's say, liaison officer for the landscape garden sector in Brussels, to promote the nature-based solutions for better climate, biodiversity, and public health. And most important is that I work together with municipalities because the actions are taken at local level, but I will tell more about that later in the further questions that you're going to ask me, Sylvain. Merci beaucoup. Et sachez, effectivement, je rebondis aussi sur ce que vient de dire Egbert, c'est qu'à l'issue des présentations et des quelques mots échangés, eh bien, si vous avez des questions, on les prendra avec grand plaisir pour avoir cette interactivité avec vous. Merci beaucoup. On poursuit avec Francesco Tresso, pardon. Si vous voulez... oui, ça fonctionne. Ça fonctionne. Ça fonctionne. Merci d'être avec nous. Et merci à toi, Sylvain, et merci et beaucoup, et bonjour à tout le monde. Je suis Francesco Tresso, je suis adjoint au maire en charge de espaces verts, de fleuves et des autres choses, mais c'est important aujourd'hui d'être ici, à Paysalia, avec vous. Et pour nous, c'est une occasion très, très importante de changer des idées de qu'est-ce que c'est pour nous vraiment une ville verte. Qu'est-ce que veut dire? Et aussi, je suis très heureux d'avoir l'occasion de se rencontrer et de changer d'opinion avec Edgar, car c'est très important en ce moment spécifique d'entendre qu'est-ce que veut dire de l'application de la normative européenne au niveau de la ville. Les villes, ce sont des laboratoires expérimentaux et il faut absolument avoir un réseau de villes qui change de best practice, et il faut qu'absolument on voit une vision ensemble. Et avec Lyon, nous avons des similitudes très, très fortes. C'est la physiographie, les collines, le fleuve et la gestion du verre. Et pour nous, c'est une occasion vraiment importante. Et je vous remercie aussi pour cette possibilité d'avoir des occasions comme ça. Et aussi, Paysalia, c'est super. Absolument, avec grand plaisir. Et comme vient de le dire M. Tresso, justement, on partira de la vision, on va dire, globale européenne et comment, justement, les réglementations et les directives européennes se retranscrivent au niveau des villes, justement, des communes. Et on va enchaîner, justement, avec Gauthier Chapuis. Vous êtes d'ici, de Lyon, hein, voilà. Donc, le voyage n'a pas été trop long, j'imagine. Donc, je vous laisse vous présenter également. Eh bien, bonjour à tous et bonjour à toutes. Merci pour l'invitation. Bienvenue à Lyon si vous arrivez aujourd'hui. Et puis, bonne continuation si ça fait quelques jours que vous êtes là. On est très heureux déjà pour commencer à Lyon d'accueillir ce salon-là. J'allais dire c'est un peu naturel en France si on devait faire un salon sur les métiers du paysage, l'horticulture, eh bien qu'il tombe à Lyon. Voilà. C'est mon côté un peu chauvin, mais au-delà de ça, il y a effectivement, plus sérieusement, une richesse territoriale sur ces métiers-là. Et c'est à saluer. Et merci encore pour organiser ce salon ici. Donc effectivement, je suis adjoint au maire de Lyon en charge de la végétalisation, de la biodiversité notamment. Et c'est un enjeu important qui a été pris, mais je crois plus globalement dans toutes les villes en France et en Europe,
tu le témoigneras également, de changer la manière d'aménager les villes en remettant cette question-là de la biodiversité, du vivant, au centre de toutes les préoccupations. C'est un enjeu de santé, etc. On aura l'occasion d'en parler. Mais effectivement, c'est un enjeu qui doit être porté par tous et toutes. Bien sûr, les communes, les collectivités, mais pas que. Les autres collectivités ont un rôle à jouer et je suis très heureux du coup de pouvoir avoir cet échange-là, notamment avec le niveau européen, parce que c'est un enjeu aussi européen. Et puis de chacun et chacune, métier du paysage, professionnels, habitants, habitantes, etc. Absolument, et tout le monde est absolument concerné. Et puis on fera le pont justement entre Turin et Lyon, parce que, comme vous le disiez, Monsieur Tressot, il y a des vraies similitudes entre les deux villes, et donc les problématiques sont similaires et les solutions aussi, certainement. Et enfin, Monsieur Nicolas Leroy, président de l'UNEP. C'est un scoop, puisque c'est tout récent. Bravo, tout frais. oui, président de l'UNEP, venant d'être nommé, justement. Merci beaucoup. Donc oui, effectivement, on était en élection, d'Assemblée Générale hier matin. Donc ça fait à peine 24 heures. Moi, je suis ravi d'être ici, avec Egbert notamment. Je représente l'Union nationale des entreprises du paysage. Donc Paysalia, c'est notre grande fête, notre grand moment de rassemblement. On l'évoquait tout à l'heure avec Gauthier, que ce soit à Lyon, ça a beaucoup de sens pour plein de raisons, par rapport à la structure de la ville, par rapport à la localisation, parce que décentraliser un certain nombre de grands événements à portée nationale, c'est aussi important et ça donne du sens à la structure de nos entreprises et à nos éléments de rassemblement. Je suis tout aussi ravi d'être avec la représentation avec Francesco pour la ville de Turin, parce que regarder le sujet des villes vertes et de l'impact que l'on peut avoir sur l'amélioration du cadre de vie à l'échelle européenne est un sujet essentiel. Il y a l'aspect normatif dont Egbert est l'ordonnateur et le grand porte-parole auprès de l'Europe, mais au-delà de ça, de la manière dont ça se décline, aujourd'hui, on est passé en quelques années d'une approche d'embellissement de la ville au niveau des espaces verts. On était très cantonné à boucher quelques trous que les infrastructures liées à la voiture, au réseau, voulaient bien nous libérer pour planter quelques arbres ou mettre quelques fleurs, à une prise de conscience majeure qu'on est un acteur essentiel, important, et peut-être même, on va se féliciter, le plus essentiel et le plus important dans l'aménagement de la ville pour apporter des solutions techniques fondatrices aux problématiques de réchauffement climatique. Il y a des enjeux derrière ça qui vont bien au-delà de simples effets de rafraîchissement urbain, mais il y a aussi la gestion du cycle de l'eau, les couloirs de biodiversité qui doivent traverser les villes. L'adaptation de la ville par la nature, mais au bénéfice de ses habitants, est une approche qui doit être essentielle et qui nécessite des connaissances, des compétences partagées. Et c'est là où on doit s'inscrire dans un climat de filière végétale. Alors évidemment, moi, mon rôle, c'est de défendre les entreprises du paysage, mais on arrivera à des résultats positifs, concluants et à une dynamique efficace qu'en travaillant en collaboration avec les élus, bien évidemment, avec les directeurs de services nature en ville, Joanne, qui les représente, qui est avec nous, avec les paysagistes concepteurs, les producteurs de végétaux. On a vraiment besoin de rassembler tout le monde. On est à une époque de transition, c'est à la fois une grande chance et une grande responsabilité. Et donc, il faut absolument que l'on arrive à avoir une logique très transversale. Et bien au-delà de nos frontières, ce sera encore mieux. Et à long terme, en plus, évidemment. Alors, et on s'inscrit dans la durée. Bien sûr, on s'inscrit dans la durée. Alors, vous avez déjà bien développé le sujet. J'avais, moi, une première question totalement ouverte, justement, parce qu'on parle, OK, une ville verte. Mais en quelques mots, en une question, enfin une réponse courte, c'est quoi, pour vous, la définition d'une ville verte? What does a green city mean for you, Egbert, in few words? If you have a definition. Yes, I have a definition, because for me, a green city is a place where it's safe, healthy, and pleasant way to live. That's all. It's simple. And there's Voilà, so much très in simple. it, but I will explain later. But these are, for me, the key words if you're talking about a green city. Thank you. Oui. Quasiment, je vais traduire en français ce que vient de dire Egbert, mais effectivement, c'est un lieu, ça doit être un lieu de vie partagé, agréable, facile et naturel.
Oh, bien pour moi, en ville verte, c'est une ville qui est une ville pour tous les citoyens. Ouais. Et il faut penser aussi que le concept de verte et de justice se sont liés très fort dans ça. Il y a un concept de justice sociale et de justice environnementale qu'il faut partager partout, comme vous disiez. Et ça veut dire que le niveau du vert, c'est un niveau d'infrastructure, comme les autres infrastructures, le réseau des routes, des infrastructures, mais car vraiment dans notre plan urbanistique, ils ont un rôle très important. C'est un layer, c'est un niveau qu'il faut Absolument. pour tout absolument accessible. Et j'aime beaucoup justement sur le fait de rebondir sur une justice sociale, effectivement, puisque et si je vous pose la question, c'est pas innocent dans le sens où dans la mémoire collective, une ville verte, bon, bah voilà, on plante des arbres et c'est tout, et c'est vert. Voilà. Mais ça va bien au-delà de ça. Gauthier, justement, votre définition à vous. En une phrase, ça résume ce qui a été dit. Hein. C'est une ville agréable, saine, bonne pour la santé également, de chacun et chacune. Et ça, effectivement, c'est important dans chaque quartier, à tous les âges, que l'on soit dans une crèche jusque dans une résidence senior, par exemple, pour aujourd'hui, mais aussi pour demain, pour les générations futures. Je crois que de toute façon, quand on plante des arbres, on ne le fait pas pour nous finalement, on le fait plutôt pour les générations futures. Et Bien donc sûr. voilà, c'est pour aujourd'hui, mais surtout pour demain. Absolument. Merci beaucoup pour, on va dire, ce mot d'introduction. On va partir sur une vision européenne avec Egbert. Few words about the European regulation on nature restoration. This regulation was adopted in 2024, last year, and it represents a historic opportunity to green urban spaces. Why? Normalement, vous avez la traduction, hein, si vous avez capté. Ça va bien avec La traduction, est-ce que ça fonctionne, la traduction, Ok. dans l'enthousiasme le plus collectif? Ouais. Ah, je Ok. vois un air dubitatif de madame. I wish that I could do it in French, but my French is not that well. I do understand it, and I try, let's say, a little bit, but on stage, I prefer than to do it in English. Don't worry. But Nicolas said a very important word, transition. Yeah. Transition. I'm working now for 16 years for the landscape garden sector, and when I started in 2009 as director of the Dutch Association of Landscape Gardeners, the financial crisis started. And can you imagine that the investments in green projects immediately went down the drain? And I thought, why is that? Why is it that we do not continue investing in our green infrastructure if there's less money? And it was at that time we were seen as decoration. You plant a tree because it's nice. You plant some flowers because it's nice. But what does it? Then I got the opportunity, together with the European Commission, to work on a new strategy, nature-based solutions in renaturing the cities. I was expert for the Commission at that time. And there I got a chance to define what is really the essence of our green and nature-based solutions. It is about better climate. It's about biodiversity. It's about public health. These three things are so essential in what we are doing. And I was very happy that at that time the Commission said we are going to invest in innovation, in scientific research, because we want to know what nature-based solutions do contribute. For me, the work was not done yet. Because, okay, now it's nice that we know it, but now it's time that we stick to it, that we are going to invest in a more structural approach. And therefore, we fought very, very hard that we could get this nature restoration regulation, because now, for the first time in history, we have put into law that we are going to work in a structured way in greening the urban area. So that, for me, for the European Commission, was applause, applause. Really great work done. And now I'm expert again for the European Commission to work in, let's say, the implementation of this law. And there I said, look at what we are doing right now. It's so important to realize that the actions are taken at local level. We must look at how can we support there. That's very important. And that we look at a structural approach which is based on ambitions that you have on local level. That's also something that we have to do. Because in the end, and that's what we are trying to achieve in 2050, because that's the perspective of the law, is that we are coming to the green city as defined. What do we see? As a safe place to live, because it prevents flooding or heat stress. It's clean air. It's a nice place to be there.
It leads to social cohesion, etc. All these multiple benefits that we now know in the meantime that nature-based solutions have. So for me, there was absolutely no reason why we should not put this into law. Because if we know we have the law, we are going to be facilitated. And that's the answer to the next questions that you have for me. Yes, about the professionals, the roles. But also for the municipalities Yes. and what it means for the professionals. If you like, I can immediately answer them. Yes. Because I am so happy that we have here now two very great showcases of Lyon and Torino. Because I know that these cities are working in a very motivated way and to get this done. And they have already an ambition. They are not waiting for European regulation, they have already started. In Brussels, Eurocities and ICLE are my most nearest partners to work together with, and those cities are again represented in that network to present this is what we can do. At the same time, for me, the question is, what do municipalities need to get this job done? Is it about European funding? Should we look at live projects that we can do together? Is there something else? So I'm really eager, also for today, municipalities, please tell me what you need so that I can take this back to Brussels in the expert group to say, if we are looking at local level, this is what we should do. At the same time, and that's very important for the professionals, there is, of course, the agenda in making a regulation that works. There must be no hole in it. It must work because, of course, lawyers are looking where can we find a hole that we can discuss. No, the law must be good. But at the same time, there is an agenda behind the regulation. And for us as landscape gardeners, for example, I asked the Commission, we are working on, let's say, on the development of our professional standard all over Europe. So we have a high level here in France, we have a high level in Germany, high level in Italy. But what to think about countries like Romania, Bulgaria, Czech Republic? They also must come along. Europe is for all of us, so we must make sure that everybody is coming to develop on this professional level. I need more scientific research because we need to understand how nature-based solutions work at local level. Planting a tree in Torino is something else than planting a tree in Stockholm. So we must look at that. Can we develop innovation, the city as carbon sink? You know, CO2 is not only stored in forests and agriculture areas, we can also do that in the city. So we need scientific research for that. We need to innovate on that. That's very important. I'm very happy to see here at the stand the cooperation with vocational training. We need sufficient people who understand nature-based solutions. We need to work on vocational training, lifelong learning. That's what we need to do. And my last point is we need a big network together. So we have, for example, in Brussels, the So Green Alliance, which is a cooperation of 8 European associations of urban green professionals, like the landscape architects, the tree nurseries, the landscapers, the arborists, the green roofs, green facades, etc. We also work together here. But this network is so important to achieve this goal. We must do this together. But it's a bottom-up approach. And it's very important, feed me with your suggestions and ideas, because this is how it will work. Later on in the program, we have Ben Rolls. And I'm very happy that he's here online to also explain his vision from the European Commission. I work together with him to make this thing done. And this makes it so important. We have the nature restoration regulation. We have the fundament to further develop and to take initiatives on water resilience, on affordable housing, on biodiversity, nature credits, etc. There's so much I can mention, but there's a lot going on in Brussels that really can help us in our sector and at local level. Eh bien, je crois qu'on peut vous applaudir puisque vous donnez une belle énergie, une vraie énergie dans cette mission et dans cette vision. Merci beaucoup. Je vais m'adresser à M. Tressot et à M. Chapuis, justement. Egbert disait, voilà, vous n'avez pas attendu les directives européennes. Justement, est-ce que vous pouvez parler de vos différentes actions sans avoir attendu et quelles sont également vos attentes, puisque vous en avez certainement, de l'Europe par rapport à vos actions? Donc, à la fois vos actions, alors que vous n'avez pas attendu les directives, et puis maintenant qu'il y a des directives, quelles sont vos attentes? Oh bien, je ne sais pas si je dois continuer en français
car aussi ma Si, français, si, c'est ça peut pas- être Je préfère as you anglais, like. mais en toute façon, je prouve. Vous préférez en Non, non, bon, c'est bon. juste Oh. plus proche le micro, juste plus proche de. Ok, voilà, ok. ouais. Et bon, je suis d'accord que c'est très important de renforcer la collaboration entre l'Europe et le niveau de la ville. Et par exemple, nous avons un règlement de verre qui a été établi il y a 20 ans. Et maintenant, on va travailler pour rénover ce règlement, car dans 20 ans, c'est changé beaucoup. Hein. Bien sûr. Il y a les changements climatiques et il y a aussi un concept qui c'est très important, qui c'est la participation du citoyen. Oui. On ne peut pas décider par nous, sinon c'est des technocratiques. Aussi, si tu es bien convaincu, convaincu de faire les choix qui sont les meilleurs. Mais c'est très important toujours aujourd'hui d'avoir la possibilité de partager les décisions avec les citoyens. Bien sûr. Ça, c'est une question qui est importante aussi dans un concept de communauté urbaine, qui c'est très important aussi. Et le vert, c'est une question qui est très sensible, c'est très partagé par les citoyens. Et il faut aussi avoir des règles, aussi des instruments. Et ce n'est pas très facile. Oui. C'est un changement de C'est un, paradigme. oui, Voilà, c'est un changement c'est ça. de réflexion, De de réflexion. paradigme. Aussi des Effectivement. professionnalités qui, Oui. par exemple, c'est pas, c'était pas une tradition d'avoir dans une office qui s'occupe de verre, d'avoir Oui. aussi peut-être des personnes qui sont qui s'occupent de la facilitation et de divulguer aussi des informations. Et qu'est-ce que c'est important aussi que si on voit par exemple qu'est-ce que c'est le normatif le plus important maintenant, la Restoration Law. Qu'est-ce que veut dire exactement dans un contexte urbain? Oui. C'est-à-dire qu'il y a des pratiques qu'on va utiliser pour la dépavimentation, pour la régénération des eaux, pour la plantation de nouveaux arbres. Et ça, c'est vraiment important aussi quand les nos villes se sont grandies avec de différentes conceptions. Oui. C'est une ville industrielle qui, dans le 19e siècle, s'est grandie avec des différentes solutions, qui c'était fonctionnel pour que c'est la fonction industrielle de la ville. Et aussi, le verre il a eu une fonction qui est différente des paysagistes, liée sur le paysage. Toujours, le verre, c'est une plurifonction. C'est important pour la santé, c'est important aussi pour le sport, pour la culture, pour la socialité. Oui. C'est un espace inclusif. C'est un espace où on peut vraiment se rencontrer et de partager du temps. L'agriculture urbaine, par exemple, pour nous, c'est très important d'avoir des espaces où les personnes... Et c'est toujours plus en plus la requête aussi par les jeunes couples d'avoir des espaces comme ça. Et ça, c'est important aussi, en pensant, comme disait Gauthier, pour les nouvelles générations. Et ça, c'est tout. Hein. Et on ne peut pas penser que, aussi, si est vrai, et c'est vrai que, en pensant à 2050, que le 70% de la population mondiale, on s'est concentré dans 2% de la surface mondiale, de la ville. Il faut penser des villes qui ont la nature comme un niveau essentiel et fondamental entre le contexte urbain. Et la ville, c'est libre d'entrer, de ne pas être tellement réglé. Quelquefois, c'est juste d'avoir une nature qui est plus désordonnée. C'est le temps juste. Mais c'est important, et on conseille que dans une structure urbanistique, dans les plans urbanistiques, il faut vraiment avoir un niveau important. La nature, la biodiversité, Turin comme Lyon a un contexte morphologique très important aussi avec le fleuve. Nous avons 4 fleuves. Ce sont des corridors bleus et verts très importants aussi, des corridors écologiques. Et ils ont peut-être dans le passé été aussi en limite pour le grandir urbanistique. Oui. Maintenant, il faut gagner plus perméabilité avec le contexte de ces corridors. Oui. Et aussi, ce sont des liens, des façons de lier aussi des fonctions de la ville entre ces corridors naturels
qui ont un rôle très, très important. Absolument, absolument. Et justement, on aura l'occasion tout au long de cette journée de voir un petit peu plus en détail les différents paramètres que vous avez évoqués, justement entre le lien social, entre la perméabilité des sols, entre la biodiversité, en tout cas les chaînes de biodiversité. Et toujours est-il qu'on se félicite justement de savoir qu'il y a 20 ans de cela, à Turin, eh bien, vous étiez déjà sensibilisé à ce sujet et que vous n'avez pas attendu, on va dire, les directives. Mais vraiment, je dis une dernière chose, c'est très important que c'est un effort collectif. Absolument. Il faut absolument engager la population, les citoyens, dans les quartiers, car oui. c'est une... Mais ce n'est pas facile. Puisqu'il y a changement aussi d'esprit, de mentalité sur la communication. Et effectivement, il faut que toute la chaîne, que ce soit la population, que ce soit la chaîne des professionnels, la chaîne des pays, des villes, et donc forcément le regard européen, et tout doit être lié effectivement pour avoir cette continuité et cette efficacité. On va peut-être justement poser la question à Gauthier. Alors, vous n'avez pas attendu non plus l'Europe, enfin en tout cas les directives. Qu'est-ce que vous avez mis en place peut-être en action emblématique, très, très succinctement? Et puis en même temps, quel va être l'apport justement de cette directive européenne pour vos actions? Qu'est-ce qu'on a fait et de quoi on a besoin? Oui. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Effectivement, on s'inscrit dans une histoire assez longue à Lyon d'aménagement en prenant conscience du végétal, de la biodiversité. Je pense que sur ce mandat-là, on a changé quand même de paradigme en termes d'aménagement au niveau de la ville, mais surtout, on a embarqué des aménageurs sur le territoire, que ce soit avec la métropole de Lyon, mais que ce soit aussi avec ceux qui font, par exemple, des transports lourds comme le tramway. Comment en fait même ces personnes-là aménagent les bailleurs sociaux, les bailleurs privés. Comment en fait on aménage la ville en se disant que l'espace vert, la biodiversité n'est plus qu'un plus finalement visuel de paysage, mais est bien un espace à vivre qui apporte tous les bienfaits que l'on a dit, santé, biodiversité, restructuration du cycle de l'eau, les trames vertes, bleues, noires, etc. Est-ce que, je me permets de vous interrompre, est-ce que vous entendez par là que l'aménagement, on va dire, d'un quartier, on va dire, eh bien, ce n'est pas forcément, on va dire, les promoteurs qui sont en tête de liste, mais en fait, vous intervenez au même niveau, c'est-à-dire en prenant en compte l'espace. C'est ça. Dans les discussions qu'on a, et on parle avec la Fédération française du paysage, on dit maintenant qu'on est architecte également de ces espaces-là, parce que finalement, ça devient un métier en soi d'aménager la ville avec ce regard-là, avec finalement cette direction espace vert que nous, on appelle biodiversité nature en ville, comme étant presque une direction ressource finalement pour toutes ces personnes-là. Et c'est ancré maintenant dans les plans locaux d'urbanisme, c'est ancré maintenant dans les différents plans climat, etc. On aménage de cette manière-là maintenant à Lyon, mais également dans d'autres villes. Je crois que c'est une trajectoire aussi globale au niveau de l'Europe, parce qu'on a bien compris que c'est aussi cette manière-là qui permettait deux choses, effectivement, d'avoir un aspect positif sur le dérèglement climatique, d'être des puits de carbone, mais aussi d'adapter nos villes maintenant, parce qu'on parle plutôt de ça. 43 degrés à Lyon l'été dernier, c'est des périodes de canicule ou de forte chaleur qui vont maintenant être pratiquement constantes chaque été, du manque d'eau, etc., ou des fortes inondations. Donc les villes doivent s'adapter maintenant à ces dérèglements climatiques. Donc ça, c'est ce que l'on a fait. On a planté davantage, on a planté avec méthode, donc en prenant en compte le sol, les essences que l'on plante, etc. Planter avec, embarquer tout le monde, ça c'est vraiment quelque chose qui est essentiel. Maintenant, de quoi on a besoin, je dirais? Alors ça a été dit au niveau de l'Europe, bien sûr on a besoin de fonds, ça c'est une évidence. Vu l'ampleur de ce qu'il y a à changer, et même si les villes s'y mettent, je pense qu'on en aura besoin. Mais j'allais dire, c'est presque pas le plus important. On a besoin effectivement de structuration des filières, comment l'Europe est aussi en capacité d'accompagner les entreprises pour produire localement et produire différemment finalement. Je crois que ça a été pris en compte par la profession, mais comment l'Europe peut être un catalyseur de tout ça finalement, d'avoir un vrai pôle d'excellence européen de l'horticulture et du paysage. Comment on devient les leaders au niveau mondial du changement finalement de paradigme d'adaptation de nos villes, parce que ça a été dit,
la majorité des habitants et des habitantes de cette planète vont vivre en ville. Donc il y a une question à adapter aussi les villes de cette manière-là. Et le troisième point, c'est le network, effectivement, c'est comment on se met en lien. Alors, il y a des projets européens dans lesquels nous on est, Lyon 2030, qui est le projet de la neutralité carbone en 2030, qui nous permet finalement de parler avec d'autres villes européennes et puis d'embarquer aussi les universitaires, les professionnels sur le territoire, les habitants, les habitantes, les associations. Mais je crois qu'on va encore en avoir encore plus besoin. Alors, on le fait, on va dire, par amitié ou par proximité, mais je crois qu'il faut le faire encore plus largement. Et l'Europe a un rôle à jouer de network entre ces communes qui sont effectivement, comme tu disais Francesco, des laboratoires du futur. Et ça, on le verra tout au long de cette journée, puisqu'il y aura différentes villes qui seront invitées et qui vont pouvoir parler des différents axes de progrès, les visions également. On aura Séville, on aura Saragosse, on aura la ville de Rion, on aura Helsinki également. Donc ça rejoint tout à fait ce que vous dites, le lien qu'il peut y avoir entre les différentes cités. Alors, un autre regard, celui des professionnels. Justement, Nicolas Leroy, Egbert parlait justement d'une... alors, je n'ai pas retenu le terme exactement, mais le fait que les compétences soient reconnues et du coup qu'il y ait un lien aussi dans les filières pour faire de telle manière à ce qu'il y ait homogénéité pour les actions des professionnels. En fait, pour rebondir sur ce qui a été dit et répondre à cette question-là, c'est que, comme je le disais, on peut qualifier la période de transition, de mutation, les deux termes iront très bien. Il y a une prise de conscience collective, en tout cas à tous les étages, que ce soit au niveau européen, que ce soit au niveau des directions des villes. On a besoin de villes un peu innovantes, un peu pilotes, comme Lyon, Turin et quelques autres qui donnent un mouvement et qui l'ont déjà engagé depuis quelques années, qui servent d'exemple, qui servent aussi de laboratoire d'expérimentation. Parce que je pense qu'il faut là où il faut qu'on s'accorde, c'est que dans ces périodes-là, il va falloir admettre qu'on va se tromper un petit peu, qu'on va tester. Ça a été fait à d'autres époques, dans d'autres domaines, et dans les infrastructures de la ville, on a commis des erreurs que justement aujourd'hui, on se trouve en charge de devoir réorienter, rectifier. Donc il ne faut pas avoir peur de ça, il faut l'assumer, il faut l'intégrer dans les programmes. Et pour qu'on puisse faire ça collectivement, il faut qu'on ait une chaîne verticale, mais qui forme un cercle au final. On le dit, les villes un peu plus importantes ont une conscience plus forte de ça, parce qu'il y a un sujet de santé, de santé publique, il y a un sujet de lien social, il y a au-delà des enjeux environnementaux. On a publié, nous, avec l'UNEP, une étude il y a quelques mois maintenant, où on avait comme ambition de démontrer quel était l'impact positif des investissements d'une collectivité dans les enjeux de renaturation de la ville. Et on a été dépassé par les résultats. Le chiffre qui nous a le plus interpellés de tous, évidemment, c'est que les investissements et le verdissement des villes, c'est 22 000 vies sauvées par an, parce qu'il y a un effet sur l'activité physique, parce qu'il y a un effet sur les déplacements urbains, parce qu'il y a un effet sur la qualité de l'air. Et donc, tout ça va bien au-delà d'une simple étude d'impact de première mesure, mais il faut aussi qu'on emmène et qu'on embarque toutes les échelles de territoire. Et toutes les échelles de territoire, ça veut dire les petits villages, les petites villes qui n'ont pas forcément l'infrastructure de services, de connaissances, les moyens financiers pour pouvoir répondre à cette demande-là. Et il me semble extrêmement important que les stratégies de mutation, elles s'adressent à toutes les populations, qu'il n'y ait pas de segmentation. On a déjà suffisamment de segmentation sociale aujourd'hui dans notre pays. Il serait quand même dommage que l'on recrée encore une strate supplémentaire par une différenciation de la capacité d'amélioration du cadre de vie entre des villes un petit peu plus importantes, bénéficiant de moyens techniques et financiers plus importants. Donc c'est là où on va attendre de l'Europe et aussi de l'État une linéarité dans les stratégies financières, dans les politiques publiques d'aménagement, pour que l'on ait quelque chose qui soit homogène et qui soit continu. Et nous, en paysage notamment et particulièrement, on est un métier de temps long. Donc on a besoin d'un agenda qui soit fiable, qui soit stable, qui s'inscrive dans la durée. Parce que si tous les ans ou tous les 2 ans ou tous les 3 ans, les orientations changent, les stratégies changent, ça n'ira pas. On est un métier de travaux, bien évidemment, et on s'inscrit tout à fait dans cette dynamique-là. Mais faire des travaux d'aménagement, de renaturation de la ville, ça n'a de sens que si on s'en occupe.
Les premières années sont essentielles. Il faut un travail de fond, d'installation, de consolidation pour que ensuite la nature trouve son équilibre et que ces aménagements-là puissent apporter toute la valeur et toute la pérennité qu'ils ont. On a ici ou là quelques aberrations. On a planté des arbres il y a 15 ans, 20 ans, et je le disais, c'est dommage, mais aujourd'hui on les abat parce qu'ils ont été mal plantés. Donc on repart de zéro et on a perdu 10 ou 20 ans. Donc on a absolument besoin d'une stratégie d'échange. Les élus sont là pour donner un cap, pour donner une intention, pour porter une voix. Ouais. Les services techniques, les paysagistes concepteurs, on va les appeler les architectes paysagistes parce que c'est mérité, ça aura plus de sens. Absolument. Et on va militer avec eux pour que ce soit définitivement accepté. On était ensemble avec Egbert à l'IFLA à Nantes au mois de septembre. Bon, il semblerait que ce soit en bonne voie, mais les mots ont du sens et c'est important de requalifier. Absolument. Et de s'inscrire, nous, entreprises du paysage, tous les acteurs, tous nos fournisseurs qui sont aujourd'hui présents sur Paysalia, les producteurs de végétaux, il faut absolument que l'on crée un mouvement collectif vertueux de partage de connaissances, de partage des pratiques et d'amélioration des pratiques pour arriver à consolider des résultats durables. Action collective à long terme avec justement la mise en place de toutes les filières qui puissent interagir ensemble. Il est 10h41. On voudrait savoir s'il y a des questions dans le public, puisque là, c'est, on va dire, l'inauguration de cette journée spéciale Ville Verte. Donc, on a dressé, on va dire, un petit peu un bilan et un portrait très généraliste de l'ensemble de la situation. On rentrera plus dans certains détails tout au long de cette journée. Mais néanmoins, est-ce que vous avez des questions dans le public? J'imagine que oui. Monsieur, tout au fond, on va vous tendre un micro et on va vous écouter avec attention. Merci. Qui êtes-vous, monsieur? Je suis enseignant dans le secteur de... Très bien, bravo. Voilà. On vous écoute. Oui, je m'adresse en particulier à monsieur Chapuis qui a évoqué le fait que la ville de Lyon a comme objectif une neutralité carbone en 2030. J'aimerais savoir comment celle-ci est mesurée, comment on mesure ce bilan carbone. Merci de votre réponse. Merci pour votre question. Merci. Alors effectivement, c'est un projet européen qui regroupe une centaine de communes au travers l'Europe. Je redonne le contexte, qui sont engagés là-dedans sur les villes climatiquement neutres d'ici 2030. Lyon est l'une des villes pilotes de ce projet-là. On le mesure en fait avec une mission qui a été créée au sein de la ville de Lyon qui s'appelle la mission Transition écologique, que porte mon collègue élu Sylvain Godino, et dans lequel il a fait de la transversalité dans chaque direction. On remonte des chiffres chaque année de pilotage de ces politiques-là. Donc ça va de tout ce qui est d'impact de la commande publique, par exemple, avec la mise en place d'un schéma directeur d'achat responsable par la commande publique. Ça va par notamment le pesage des déchets, des biodéchets dans les cantines, ou de l'analyse de l'approvisionnement de l'alimentation. Ça va sur les mètres carrés de pleine terre récupérés chaque année, ou le nombre d'arbres que l'on peut planter avec le cycle carbone des matériaux. Voilà. Ça va aussi sur la mise en place des véhicules, de la flotte de véhicules que l'on a à la ville de Lyon, vers la transition des véhicules électriques quand cela est possible. Voilà, c'est vraiment toutes les directions qui sont auditionnées chaque année avec un monitoring en fait d'indicateurs que l'on a mis en place. Et ça s'accompagne de ce que l'on appelle l'Agora Lyon 2030, qui est en fait, parce que la ville de Lyon ne pourra pas y arriver toute seule en fait, à avoir cet objectif-là. Et c'est donc l'Agora qui regroupe, ce que je disais, des universitaires, des associations, des entreprises qui en fait signent une convention avec la ville de Lyon et des pactes d'engagement de ce qu'elles vont faire d'ici 2030 et quels indicateurs elles vont mettre en place et comment on va les monitorer. Voilà, donc c'est les deux, la ville qui s'engage et qui pilote, et également une dimension collective sur après chaque acteur qui s'engage sur telle ou telle action. Voilà, j'espère avoir été précis. Oui, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a... Alors, il nous reste 1 minute pour la dernière question. Monsieur, également. Et on va faire une réponse courte et efficace. On vous écoute. Non, c'est pas du tout un reproche. Pas du tout. Bonjour, Paul Moreau. Je suis chargé de mission en aménagement et enseignant. Ma question est pour Monsieur Leroy.
suis très heureux d'avoir un Mayennais à la tête de l'UNEP, puisque je suis originaire de Mayenne. J'ai 2 remarques, s'il vous plaît. La première, je vous entends parler d'entreprise du paysage et j'en suis très content. Là où je suis plus mesuré, c'est quand vous parlez d'architectes paysagistes. Beaucoup de collectivités font appel à des architectes tout court pour faire de l'aménagement paysager. Moi, je suis paysagiste concepteur, sorti de l'école d'Angers, que vous connaissez certainement très bien. Et notre nomenclature est galvaudée parce qu'on a besoin, ou les collectivités lancent des appels d'offres par des architectes ou par des urbanistes, alors que nous avons, je pense, réellement la place d'aménager nos villes en tant que paysagistes concepteurs. Et s'il vous plaît, arrêtez de nous appeler architectes paysagistes. Et puis la deuxième chose, si vous pouvez répondre à ça, quelle sera dans votre nouveau mandat la prise de pouvoir pour qu'on puisse différencier nos métiers de paysagistes qui vont de l'espace vert en école jusqu'à l'EHPAD, jusqu'à la construction des villes. Et ma deuxième remarque, c'est quel est le virage écologique que prendront les entreprises du paysage. J'entendais M. Chapuis, entre autres, pour les véhicules électriques. En paysage, on a encore beaucoup de thermiques. Merci. Une double question. Merci pour cette question courte qui va appeler donc une réponse longue forcément et on est déjà hors délai. Alors je sais que c'est un débat, architecte, paysagiste, etc. Est-ce qu'on peut faire une réponse très très courte en laissant ouvert évidemment le débat puisque à l'issue de cette table ronde, eh bien, j'imagine que vous êtes disponible pour répondre aux questions de façon plus proche, plus confidentielle peut-être. Plus individuelle. Plus individuelle, Okay. Voilà, merci pour le terme. Avec plaisir. Merci beaucoup. Alors, effectivement, pour faire une réponse courte, c'est compliqué. Oui. Le débat paysagiste, concepteur, architecte, paysagiste, moi, je vous rejoins. Hein. Il faut absolument que, alors quel que soit le nom qu'on leur donnera, mais que les professionnels du paysage soient les grands ordonnateurs et soient les pilotes principaux des projets. Le nom a peu d'importance, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il faut qu'il remonte d'une strate. Aujourd'hui, on a encore énormément de projets qui sont d'abord raisonnés en termes d'infrastructures, de réseaux, de structures, de place de la voiture, etc. Et comme je le disais en introduction, ensuite, on regarde la place qui reste disponible pour quelques îlots de nature. Les choses changent, évoluent. Elles évoluent plutôt assez vite et plutôt assez bien, mais il y a encore du chemin à faire. Sur les caps de transition, etc., les entreprises du paysage ont déjà largement démontré leur capacité à se réformer. La réforme sur le zéro phyto, par exemple, a été un exemple. Ça a pris un petit peu de temps, forcément, mais ça ne prend pas forcément un temps exclusivement par le biais des entreprises. C'est aussi parce qu'il faut que toute la chaîne de commande s'aligne. Et donc, les engagements réglementaires, budgétaires, le changement des pratiques, le changement des mentalités, l'éducation des populations, ça doit se faire dans une transition nécessairement un petit peu longue. La brutalité mènera jamais à de bons résultats, donc il faut accepter ce petit temps de transition. Et pour le reste, si on va sur un sujet très précis, l'électrification des véhicules dans le paysage, la majorité des entreprises, on est plutôt volontaire à y aller. Le sujet, c'est est-ce qu'ils existent ? Est-ce que le produit est disponible ? Aujourd'hui, une entreprise basique sur un certain nombre de tâches, il vous faut un petit camion, avec un petit peu de charge utile, une remorque. En électrique, aujourd'hui, on n'a pas cette disponibilité de produit-là et cette infrastructure. Elle est en train d'arriver. Chaque année, ça s'améliore. On a commencé à intégrer et à faire de la mutation sur un certain nombre d'outils et du parc matériel. Et soyez certains que notre ADN, c'est d'être de toute façon vigilant et au service de la nature. C'est ce qui fait la consistance des entreprises du paysage. C'est ce qui nous rend légitimes aussi à être des acteurs les plus incontournables possibles dans les politiques de transition des villes, à accompagner nos élus, nos donneurs d'ordre et toute la chaîne de décision pour pour donner des solutions nouvelles, y compris dans la structuration des marchés. On l'a évoqué un petit peu. Merci beaucoup. Patience et longueur de temps. Voilà, hein, si on peut synthétiser sur le dernier sujet. Merci infiniment. Je crois qu'on peut remercier par vos applaudissements nos 4 intervenants, nos 4 invités. Merci beaucoup. Les débats sont ouverts pour le coup grâce à cette table ronde et on va enchaîner d'ici 10 minutes sur la première thématique, une ville plus fraîche, et nous aurons le plaisir effectivement d'avoir M. Tressot une fois de plus avec nous. Merci infiniment. Donc rendez-vous dans 10 minutes, donc à 11h00 et on aura la présence de la ville, des villes de Séville, Riom, Turin et Paris pour parler des actions pour une ville plus fraîche. Soyez au rendez-vous, on vous attend dans 10 minutes. Merci infiniment.